Swear. Ça y est. We're live. Ouais, t'as eu le truc là, non? Ouais, j'ai eu le truc. Ok. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, avec mon cher Rust en direct de Lyon City et GOG Guillaume en direct de Toulouse. Merci aux personnes qui m'ont reconnu, ça va toucher, je dois l'avouer. Rust aussi a eu droit à sa petite photo sur Snap. Ben n'est-ce pas ouais. Et c'est Donc- assez hallucinant quand même. Donc, merci shout out. Hein. au La Sueur Gang, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, oui, donc aujourd'hui, on va parler bien, De l'argent dans les MMA. de l'argent dans le MMA sans tabou, hein. Par exemple, vous savez que la sueur essaye de survivre en vendant des t-shirts. Donc on va parler des combattants qui n'ont pas cette chance d'avoir des t-shirts bio fabriqués en France, disponibles pour 20 € seulement. Donc, et qui sont en description. Voilà. Superbe plug, magique. Ah, Superbe plug en mal. Alors, donc pour la suite, eh bien, mesdames et messieurs, donc l'argent dans le MMA, ce qu'il faut savoir, mon cher Rust, c'est que c'est vrai que les gens, donc le haut du panier est très bien payé. On pense notamment à John Jones qui a pris 500 000 $ hors bonus pay-per-view. Et puis, petit truc qui se file au coin du vestiaire pour son dernier combat à l'UFC 235. Ben Askren, début à l'UFC, on en avait parlé avec Rust en off, hein, 350 000 $, 200 000 plus 150 000 de bonus. Mais t'as d'autres combattants, le contrat de base à l'UFC, c'est quand même 10 000. Ce qui est quand même assez compliqué, t'es d'accord? Parce que c'est vrai qu'avec 10 000 $, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas 10 000 $ dans votre poche. Donc c'est pas si vous combattez 3 fois dans l'année, vous avez 30 000 $. Non, en vrai, c'est bien plus compliqué que ça. Donc sur 10 000, qu'est-ce qui reste finalement, mec? Alors déjà, attends, j'en profite juste pour te dire que ton micro doit gratter contre ton écharpe et on a l'impression d'avoir un peu une taupe qui gratte à la porte. Mais alors ouais, c'est 10 000. Il me semble que ça a augmenté, que c'est maintenant à 12 000. De toute façon, c'est en perpétuelle évolution. Il y a même une époque où on était à 6 000. Et en fait, quand on dit 6 000, 10 000, 10 000, 12 000, quand on répète, c'est parce qu'en fait, le paiement de l'UFC est fait de cette manière. Tu as l'argent qui t'est donné, la première partie du paiement, si tu te montres, c'est-à-dire si tu combats, si tu participes au combat, et si tu remplis toutes tes obligations de ce côté-là. Et la deuxième partie du paiement t'est donnée si tu gagnes. Donc, il y a la moitié du salaire qui t'est donné à coup sûr si tu participes et l'autre qui t'est donné uniquement si tu gagnes. Donc, c'est-à-dire que si tu ne gagnes pas et que tu fais partie du premier, du premier tiers de combattants qui a vraiment la première paye, 12 000, tu peux donc ne repartir qu'avec 12 000 $ le soir du combat. Tu combats généralement 3 fois par an, ça fait 36 000 $ seulement par an. À ça, il faut ajouter le paiement de Reebok. Mais malgré ça, déjà, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, par exemple, si tu ne gagnes que 12 000 $, tu dois aussi payer ton manager, tu dois aussi payer les taxes, tu dois aussi payer ton entraîneur et d'éventuels sparring partners et d'éventuels aussi camps d'entraînement, tout ce qui est lié au camp d'entraînement. Ce qui fait que généralement, sur une somme donnée, le combattant n'en touche à peu près que la moitié. C'est pour ça que quand on entend dire, par exemple, pour un combattant qui gagne, toute somme comprise, quelque chose comme 100 000 $ par an, 100 000 $ par an, on a l'impression que c'est énorme. Une fois que tout est payé, c'est en fait pas, c'est vraiment pas si énorme. Et on n'est même pas loin en fait du revenu moyen, je crois, d'américain qui est pas si élevé. Donc un combattant ne gagne pas bien sa vie, à moins que ce ne soit une star, il ne gagne pas vraiment bien sa vie. Donc voilà, déjà ça à savoir. Exactement. Donc c'est très important de savoir ça, mon cher Rust. Mais au-delà de ça, et là on parle bien évidemment, ça aussi ce qui est important, c'est de l'UFC. Parce que l'UFC, c'est la plus prestigieuse organisation. C'est évidemment là qu'il y a les meilleurs deals, ESPN, Fox auparavant, ESPN Plus et le pay-per-view. D'ailleurs, j'ai un couteau dans la poche de mon manteau. Et dans la poche. Je ne sais pas. Et en dehors de ça, c'était pour couper des clémentines, mon cher Rust. Et au-delà de ça, et au-delà donc de ce paiement en pur salaire, il y a aussi le fameux Reebok Deal qui permet aux combattants de recevoir de l'argent, non pas des sponsors, parce qu'avant ils pouvaient avoir les sponsors et c'était très intéressant pour eux parce que c'est vrai qu'on en a parlé entre le minimum qui est entre 10 000 et 12 000 et le maximum maximum vraisemblablement qui est entre 500 000 et 1 million.
et ben, il y a certains combattants, notamment Brendan Schaub, qui arrivaient à se faire 1 million par combat parce qu'ils avaient tous leurs sponsors. Aujourd'hui, à l'UFC, les combattants ne peuvent plus avoir de sponsors autres que Reebok, Monster, qui est un partenaire de l'UFC. Donc, ils doivent être signés par Monster, mais on va dire que s'ils n'ont pas Monster, c'est que le fait de porter la tenue Reebok. Et par exemple, Ben Askren, qui lui faisait son premier combat à l'UFC parce qu'il y a des bonus en fonction de l'ancienneté, tout ça. Donc, Ben Askren, qui est quand même une superstar mondiale, qui s'est fait 350 000 par salaire UFC, a reçu 3 500 $ de la part de Reebok en sponsoring. Voilà, c'est absolument délirant et c'est délirant. Donc tu vois, l'exemple que tu as pris de Ben Askren est parfait parce que ce qu'il était payé au ONE FC, là il vient uniquement que parce qu'il veut combattre les meilleurs. Mais vous pouvez être sûr que le contrat qu'il avait au ONE FC, il devait être énorme et avec les sponsors autres qu'il pouvait mettre sur son short, sur sa bannière et même des deals qu'il avait à côté, il devait se faire beaucoup plus que ce qui va se faire là, ce qui va se faire là à l'UFC. Et dans le même ordre d'idée, par exemple, Vitor Belfort, lui aussi avec le Reebok deal, il a perdu des millions. Et c'est largement possible. C'est-à-dire que pour un combattant, par exemple, mettons pas forcément un champion, mais le haut du panier, par exemple un Rory McDonald ou quelqu'un comme ça, quand il était possible d'avoir des sponsors, quelqu'un qui est très bien noté et qui est bien dans le classement, qui a beaucoup de combats à l'UFC, et s'il représente en plus un pays comme le Canada, le Brésil, etc., il peut se faire des deals de sponsorship qui sont vraiment énormes. Et pour quelqu'un comme Ben Askren, qui se fait donc 3500 parce que c'est ce premier combat à l'UFC, tout simplement, il aurait probablement pu se faire vraiment littéralement 100 fois plus s'il avait eu le droit de chercher et de décrocher ses propres sponsors. De toute façon, quand le deal Reebok a été signé, il y a eu une levée de bouclier de la part de tous les combattants, mais qui peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas d'union, on y reviendra plus tard. Il y a eu une levée de bouclier de la part des combattants parce que, à part ceux qui arrivent vraiment à l'UFC, qui sont pas connus et qui sont vraiment les nouveaux, les noobs, ceux qui sont très jeunes et qui arrivent d'une organisation minime, etc., eux sont à la limite contents parce qu'ils n'ont pas de recherche à faire, ils n'ont pas même leur propre manager, ils n'ont pas de recherche à faire. Donc pour eux, c'était très bien d'avoir quelque chose comme 2500 à l'époque par le Reebok deal. Mais pour tout le reste, et c'est énorme, pour tout le reste du roster de l'UFC, c'était un manque à gagner monstrueux. C'est colossal, et c'est colossal pour l'écrasante majorité des combattants à l'UFC. Donc ça a été vu d'un très mauvais œil, et je ne sais plus quand se finit le Reebok deal, mais jusque-là, ils continueront à perdre des millions, quoi. Exactement, ça va se terminer en 2020, donc la plupart des combattants là comptent vraiment les années, parce que c'est vrai que pour eux, comme tu le dis, ça a été un manque à gagner, et le problème de ce Reebok deal qui rapporte quand même pas mal à l'UFC, je crois que c'est 70 millions de $, enfin c'est assez énorme pour l'UFC, c'est que l'UFC, il faut bien comprendre ça, c'est la meilleure organisation du monde, donc si vous êtes le meilleur, imaginez, vous êtes John Jones, vous n'avez, même si la perte est colossale financière, vous n'avez aucun intérêt à vous dire, bon bah je vais partir au Bellator. Parce que, ok, vous allez gagner plus en sponsoring, mais peut-être que, en théorie, parce qu'ensuite les sponsors vont dire oui, mais on a moins d'exposition que si on était à l'UFC, ceci, cela. Enfin bref, vous êtes finalement prisonnier. En gros, vous combattez pour 2 fois moins qu'auparavant et vous êtes toujours obligé de le faire avec le sourire. Avec le smile. Et c'est vrai que, et en revanche, tu soulignes un point qui est vachement intéressant aussi, c'est que il y a vraiment une disparité qui est énorme entre les payes. Parce que, donc, il y a vraiment le premier tiers de l'UFC qui racle un peu les tiroirs. Et tu as en revanche les têtes d'affiche. Ça peut être des champions, mais même pas nécessairement. Un mec comme Mark Hunt, par exemple, il a une paye qui s'élève, je crois que c'est 800 000 par combat, plus sponsor, plus tout ça. Exactement. Mark Hunt, par exemple, il a dû se faire entre 1,5 million et 2 millions l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Ou Alistair Overeem, moi, les vieux briscards. Voilà, Alistair Overeem, pareil. Et t'as, comment dire, c'est Dana White qui disait il y a quelques années, qui se vantait qu'il a fait une 40aine de millionnaires. Et c'est vrai que c'est possible de ce point de vue-là, parce que les meilleurs combattants et les champions, effectivement, raquent des énormes sommes. On parle même pas des McGregor ou des Khabib. Par exemple, McGregor qui a fait 3 millions en paiement plat, et qui a, avec les bonus de pay-per-view et tous les deals de sponsoring, apparemment, c'est estimé à une 50aine de millions de dollars en plus de ce paiement de 3 millions. Donc c'est ça qui est un peu dur, c'est que si on faisait une moyenne des payes à l'UFC, elle serait probablement pas mal. Et je crois qu'elle a été faite d'ailleurs, et il me semble qu'elle est aux alentours de 130 000 $ par an pour les combattants. Mais cette moyenne est un peu faussée parce que justement, tu as
des énormes disparités. T'en as qui gagnent pas du tout et d'autres qui gagnent énorme. Il n'y a pas vraiment une espèce de pente, une espèce de, comment dire, de pente linéaire. Et c'est vrai que voilà, des mecs, une fois que tu as réussi à passer un peu ce cap et que soit tu es champion, soit tu as suffisamment d'expérience et que tu peux négocier avec ton manager correctement, et ben à ce moment-là, tu peux effectivement te faire des fortunes colossales. Ça reste intéressant, mais après, à la différence des autres sports américains, bien évidemment, là c'est un podcast, une discussion avec mon cher Rust. On n'a pas les chiffres sous les yeux, parce qu'on essaie d'être le plus fluide possible. Le plus naturel. Dans la discussion. Exactement. Et c'est vrai que la différence donc, par rapport au basket, qui est en fait où il y a une répartition, parce qu'il y a le syndicat des joueurs, c'est pour ça qu'en NBA, c'est vrai que les salaires sont les plus élevés parce que les mecs sont vraiment tous soudés et que donc ils ont fait en fait pression à chaque fois en disant bah, si vous nous donnez pas tant d'argent, donc le partage des revenus en NBA par exemple, c'est 52% pour les joueurs, 48% pour les franchises et propriétaires. En NFL, je crois que c'est 50-50, enfin tous les autres sports c'est 50-50. Ce qui fait que les joueurs sont obligés à chaque fois de recevoir telle somme. Il y a un salaire minimum qui est négocié avec les syndicats. Et si ils n'arrivent pas à atteindre justement cet accord-là, bah, les joueurs disent bah, ok on joue pas. Ce qui est arrivé plusieurs fois en NBA où les joueurs disent bah, tout simplement on joue pas. Et aujourd'hui en NBA, le salaire minimum en NBA, c'est 2,2 millions et le salaire moyen, c'est 4,5 millions. Et c'est le sport où tu es le mieux payé, oui, par an. Et grosso modo, en MMA, c'est le maximum. Or, Conor McGregor, personne ne peut espérer gagner plus de 5 millions par an. Parce qu'en MMA, il n'y a pas de syndicat, mon cher Rust. Et c'est là aussi quand on voit, je crois que le partage, quand tu vois le partage des revenus, je crois que c'est 75% pour l'UFC, 25% pour les combattants quand tu mets tout en cumul. Il y a quelque chose comme ça. Alors en fait, on n'aura jamais les chiffres exacts parce que l'UFC ne divulgue pas ces chiffres-là. En fait. Et je crois même pas qu'ils soient obligés de le divulguer aux combattants eux-mêmes. Je sais qu'en boxe anglaise, par exemple, il y a le Ali Act qui oblige les promotions à dévoiler leurs chiffres au moins aux combattants. Ouais. Pour l'UFC, c'est apparemment même pas encore le cas. On n'a pas d'équivalent de Ali Act et donc c'est vraiment le flou artistique le plus total. On ne sait pas quelle est la répartition. Dans des interviews qu'ils ont données chacun à leur tour il y a quelques années, et Dana White et Lorenzo Fertitta à l'époque disaient qu'on s'approchait de 50-50. Je sais vraiment pas si on peut les croire à la lettre, et les bruits de couloir vraiment nous indiquent plutôt le contraire. Non, mais on peut pas du tout les croire parce que par exemple, tu vois là pour le dernier événement que nous avons vu en direct le UFC 235, quand tu regardes les combattants, quand tu regardes ensuite la gate, donc pour combien ils ont vendu, si je fais mes petites recherches, mon cher Rust. Alors, UFC 235. Tout ça est bien évidemment fait en direct. Bien sûr. En direct, ladies and gentlemen. Si on regarde, tu vois, salarise. En fait, moi, ce qui est assez marrant avec l'UFC, c'est que généralement, en fait, les salaires sont couverts uniquement par la vente de billets par la salle. Et c'est ce qui est vraiment marrant. Et c'est là que tu te dis que les 50-50, on en est très, très, très loin. Effectivement, ouais. Donc voilà. Donc on en est là, en fait. On en est à. De toute façon, l'UFC a un monopole qui est tellement puissant que de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Il y a l'UFC qui est un monopole et il n'y a pas d'union des combattants. Donc en fait, qu'est-ce qui empêche l'UFC de ne pas faire 50-50? Absolument rien. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ne se privent pas de faire. Je sais que le Bellator, apparemment, fait un peu plus. Et Scott Cooker, il me semble qu'il a révélé les chiffres aux journalistes et apparemment, c'était un peu plus même que 50% pour le Bellator. Mais voilà, donc pour l'UFC, de toute façon, il y a clairement, on peut le dire, il y a clairement, il tire parti du fait qu'il n'y a pas d'union et du fait que de toute façon, les combattants ne sont pas agrégés dans quelque chose qui leur donnerait un peu plus de puissance une fois mis ensemble. Et ce qui fait qu'ils se font marcher dessus et que généralement, un combattant à l'UFC ne se plaint pas parce que sinon il peut, on lui met un peu la vis et donc ils sont contraints d'accepter des deals qui généralement sont largement désavantageux pour eux, mais ils sont obligés de rester parce que c'est l'organisation la plus la plus cotée, quoi. Exactement. Et là d'ailleurs, je finis donc mes petits calculs et vous allez bien voir. Voilà. Donc tous les salaires de tous les combattants pour l'UFC 235 étaient de 3,352 millions. Et avec la Total Gate, donc toutes les places que l'UFC a vendues à la T-Mobile Arena, l'UFC a gagné 4,035 millions. Donc, qu'avec la vente de billets, l'UFC a gagné de l'argent. Et on ajoute le gros qui fait le plus d'argent à l'UFC, c'est le pay-per-view. Donc là, dans tout le cas, au niveau du partage de revenus, on voit qu'on n'y est absolument pas. Sachant que là, en plus, on n'a toujours pas pris en compte les sponsors qui étaient présents, justement, eux, à l'intérieur de la cage et tout ça.
Bah voilà. Donc, Et alors qu'en plus, et le pire, c'est que là, si tu te dis, l'UFC 235 est en plus une des plus grosses cartes de ces dernières années, donc il y avait pas mal de gars qui étaient très bien payés. bah voilà. Donc en gros, c'est un peu le Far West et ils font comme ils le sentent, quoi. Tant que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'opposition de la part des combattants, exactement. ils continueront à le faire. Et la question qui est un peu subsidiaire à ça, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'union des combattants, si on peut dévier un peu. Ben, on ne sait pas vraiment. Il y a eu plusieurs projets, dont un qui a été mené à un moment donné, la MMA AA, je ne sais plus ce que c'était, association. Feu la MMA. Feu la MMA. Et vraiment, c'était celle qui normalement devait vraiment, comment dire, lancer un peu tous les combattants et vraiment, comment dire, vraiment lancer quelque chose de solide. Il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait Cowboy Cerrone, il y avait Cain Velasquez, TJ Dillashaw. Et ça a été un feu de paille, mais vraiment, mais genre, enfin, tu sais, crêpe Suzette au restaurant et en 2 secondes, c'est terminé. Parce que de toute façon, chacun n'y allait que pour son propre intérêt. Et en fait, ça s'est vu au bout de quelques semaines et c'était vraiment, mais tu avais envie de te face-palmer à répétition. TJ Dillashaw l'a dit, grosso modo, c'est parce que lui, il n'avait pas eu son title shot par rapport à je sais plus qui. Du coup, il n'était pas content et du coup, il a voulu en gros faire un petit pied de nez à l'UFC. Cowboy Cerrone, c'est parce que voilà, lui, il n'était pas assez payé. Et une fois que Dana White lui a dit, bah attends, c'est bon, on est potes, on n'est pas potes, avec un petit coup de pression, et bah, Cowboy Cerrone a grosso modo, bon, il n'était plus aussi convaincu après quelques semaines. Georges Saint-Pierre, c'est parce que pareil, il avait un deal à négocier. Donc en fait, c'est vraiment chacun n'y allait que pour sa gueule. Gros, c'est ce qu'il apparaît, ce qui transparaît. Ouais. Et donc le truc s'est écroulé au bout de, mais vraiment, quelques mois. Et au bout de quelques mois, c'était mais silence radio et ville fantôme. Il y a un autre projet en ce moment qui est porté par Leslie Smith. Donc c'est malheureux. Tu vois, la réputation, en fait, elle est portée par Leslie Smith. Donc, oui, c'est vrai, j'avais même oublié ça. Et donc voilà, en gros, il y a aucun projet ne semble porter ses fruits et ça a l'air d'être un peu une malédiction, mais ça a l'air d'être surtout parce que ça a l'air d'être inhérent au sport et aux sportifs du MMA. C'est-à-dire que donc c'est un sport individuel, même si les équipes, les teams bien sûr, mais c'est un sport qui est avant tout individuel et les combattants ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est là tout le problème, c'est que en fait, bah, ils ne pensent donc qu'à eux et ils n'ont pas l'air de vouloir, malgré les opportunités qui se sont présentées, ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment porter un projet commun et qui serait autre chose que la somme des intérêts personnels en fait. Même si c'est ça, mais là chacun ne voit que son intérêt à lui et donc un petit peu, comment dire, se désolidarise à chaque fois qu'il en a l'occasion. Donc bah voilà, pour l'instant ça n'a rien donné et donc l'UFC reste l'acteur principal puisque le seul acteur de tout ça quoi. Exactement, entièrement d'accord mon cher Rust, et puis de toute façon tant qu'il y aura pas, tant que les mecs ne se seront pas tous mis d'accord, ça ne changera rien, parce que c'est vrai que même en boxe, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, même en boxe, quand Mayweather combat et qu'il se fait 275 millions, le mec qui va ouvrir la carte, bah il est payé 10 000 à peine. Donc c'est vrai que à partir du moment où les mecs auront, tu vois, au moins faire, je sais pas moi, peut-être des syndicats entre teams, enfin faire ce genre de choses, mais tant qu'ils seront pas tous mis d'accord, ça ne changera pas. Et puis c'est vrai que quand on regarde la façon avec laquelle fonctionnent les organisations, c'est vrai que tu vois, quand tu vois Conor McGregor combat, Conor, il est jamais sur les plus grosses cartes de l'UFC. Pourquoi ? Parce que l'UFC se dit, bon bah Conor arrive, donc on va faire des économies, dans le sens où on va pas faire des économies, mais lui on paie un max, mais on peut se permettre d'avoir des mecs qui sont beaucoup moins cotés. Enfin bref, c'est tout un espèce de système qui fait que pour l'instant, il n'y a aucun intérêt aussi bien pour les combattants qui sont cotés que pour l'organisation de favoriser une égalité au niveau salarial. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'avait dit Conor. Je ne sais plus exactement quels étaient ses mots, mais quand on lui avait demandé, mais au fait, Conor, une union, le MMA, Georges Saint-Pierre, machin, qu'est-ce que tu en penses ? Et grosso modo, il l'avait dit très clairement, ben, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Et ça, il me semble qu'il avait un peu paraphrasé ce qu'on a dit avant. C'est de toute façon, ça ne semble être que la somme des intérêts très personnels de tous les combattants. Et je ne vois pas d'intérêt pour moi d'y aller pour l'instant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment l'en blâmer. Et d'ailleurs, ce qu'on dit là, c'est tous les combattants le disent eux-mêmes quand ils ont suffisamment de liberté. Rampage Jackson l'a dit lui-même, Alia Quinta l'a dit. Ce sont donc que des gens qui ont une certaine liberté d'expression à l'UFC quand ils y étaient dans le monde du MMA. Et c'est ce qu'il disait en fait, c'est de toute façon les combattants eux-mêmes semblent ne même pas vouloir se mettre d'accord pour créer une association quoi. Exactement. Donc, alors attendez, je vais demander en régie si on peut brancher la prise. Merci. Merci en régie, on me branche la prise. Merci. Merci. Et oui, et donc on va prendre peut-être une petite question, mon cher Ross, parce que je pense qu'on a fait tour là-dessus. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas
à nous le dire. Si vous voulez plus de détails, on pourra se rattraper. Mon cher Ross, oui, Adi. Ouais, je voudrais juste, il y a aussi des modèles qui sont un peu différents. Et par exemple, je sais qu'il y a le modèle du Bellator qu'on peut très rapidement aborder. Et par exemple, le modèle du Bellator qui est souvent critiqué parce que si vous allez sur les cartes, sur les paiements explicites du Bellator, en fait, il y a des combattants, les premiers qui ouvrent la carte, qui sont payés genre $250, 250, exactement, etc. Alors, il y a un truc, je me suis renseigné un peu hier, j'ai été voir ce qu'en disait Scott Cooker. Et pour ça, parce que c'est aussi intéressant de voir comment fonctionnent les autres organisations, en fait, il a dit, il y a un modèle que lui utilise depuis le Strikeforce, et c'est vrai qu'au Strikeforce, c'était un peu le même délire, c'est que, en fait, les combattants qui sont aussi peu payés, ce sont des combattants que le Bellator va en amont découvrir en allant parler à des promotions locales, comme le Shamrock FC, ou des trucs vraiment très très locales qui sont liées aux régions et parfois même aux villes dans lesquelles ils vont. Ils parlent à ces organisations, les organisations leur donnent les combattants qui sont soit prometteurs ou soit dont ils savent que ça fera du show, etc. Et le Bellator regarde le paiement qu'avaient ces combattants-là sur ces cartes locales et leur offre généralement un petit plus s'ils acceptent de combattre pour le Bellator et sur ces cartes-là. Et l'avantage pour le Bellator, c'est que donc, premièrement, ils ont des combattants qui sont locaux et qui vont ramener des gens pour le gate, parce qu'ils vont ramener généralement toute leur famille, etc. Ça fait, par combattant, ça peut faire une trentaine, quarantaine de places vendues en plus. Donc il y a ça comme avantage. Et il y a aussi l'avantage pour le combattant, c'est qu'il peut être découvert par le Bellator. C'est ce que disait Scott Cooker. Si tu as une super performance, même en ouverture de carte, et que tu es payé 250, tu bénéficies quand même de la mise en vitrine du Bellator. Et pour le Bellator, donc, il y a les places vendues par les combattants locaux, et il y a le fait qu'ils n'ont pas à payer des combattants, même s'ils sont des combattants locaux, etc. Donc il y a aussi ce modèle du Bellator qui, malgré tout, lui aussi a le même système pour ce qui est des top tier fighters, où il paye des figures à 6 chiffres généralement, à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les combattants les plus connus, et c'est un peu dans les mêmes eaux, genre 10 000, 20 000 pour les combattants qui sont connus, mais en soit ouverture de main card, soit milieu de carte, quoi. Après, je voulais juste finir sur le Bellator, c'est vrai, mon cher. Moi, ce qu'on m'a dit aussi, après, c'est peut-être des gens qui sont un peu salty sur le Bellator, c'est vrai que ça, c'est la version officielle de Scott Cooker, mais c'est vrai que généralement, ils prennent quand même des gars où, en fait, t'as intérêt, en gros, à vendre des places si tu veux être au Bellator. C'est moins en mode, je vais te donner ta chance. C'est plus, on va te prendre parce qu'on sait que tu vas venir et t'as intérêt à vendre tel nombre de places si tu veux être payé. Voilà. Ouais, ça aurait du sens, hein. Ça aurait du sens. Mais bon, toujours est-il que c'est un autre système, et c'est vrai que le Bellator, c'est pour ça. Rust, tu fais très bien fait de le préciser, c'est vrai qu'il y a des plus grands écarts de paiement, parce qu'aussi, le Bellator, quand vous voyez le nombre de combats qu'il y a, on a beaucoup plus, et il y a, si un jour le Bellator vient en France, par exemple, Rust sera présent. Voilà, il y aura toute cette bien sûr. Main card, tout de suite. Pour soutenir, tout de suite. Enfin donc, petite question d'Abdou, Abdou Goul, qui nous pose une question sur Instagram. Salut les gars, beau travail, je suis votre chaîne YouTube, vous avez une très bonne activité, continuez comme ça, merci. Sinon, dites-moi, je voudrais savoir qu'en est-il de Brock Lesnar? Il revient affronter Cormier ou pas? Et dernière chose, où est passé Polydomso? LOL. Polydomso revient, ladies and gentlemen. J'ai pas de date précise, mais il revient la semaine prochaine. Voilà. Il revient la semaine prochaine. Ah bah voilà déjà, et il faut quand même le préciser parce que c'est vrai qu'on reçoit des messages de détresse à chaque fois, mais c'est pas, nous évidemment qu'on voudrait aussi qu'il soit là, mais Polydomso a un emploi du temps qui est particulièrement chargé, effectivement. Et du coup, il ne peut pas être là en fait. Il ne pouvait pas être là à Vegas et il ne peut pas être là avec nous pour les podcasts. Mais ça va changer. Ça va changer. Ça va très bientôt changer. Ne vous inquiétez pas, il revient en fanfare. Donc alors, ce cher Brock Lesnar, Kiwi, ça fait depuis juillet dernier qu'il est censé affronter notre ami d'ici. Ouais. Mais ça n'avance pas, mon cher Rust. Ça n'avance pas parce qu'il a déjà des promotional duties avec la WWE, puisqu'il est lié par son contrat avec la WWE. Il a de toute façon, lui, Brock Lesnar, exprimé son désir de revenir combattre à l'UFC, donc je pense que c'est qu'une question de temps, puisque tout le monde a à y gagner, l'UFC a des millions à se faire, Brock Lesnar pareil, et les fans seront contents. Donc c'est qu'une question de temps, je pense, puisque toutes les parties semblent vouloir ce retour. C'est qu'une question de temps. Après, visiblement, il a encore quand même quelques combats avec la WWE, et donc pour un combat contre Cormier, ça ne sera pas tout de suite, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, le retour est
plus que probable, si ce n'est certain. Oh Lord. Eh oui, bon, allez. Avant de finir ce podcast, il y a évidemment la question qui va juste après, c'est... Mais les gars, l'UFC, donc il y a Brock Lesnar qui va revenir, le mec va avoir un title shot. Un mec qui n'a pas gagné depuis 2010 va avoir un title shot. Est-ce que c'est sérieux, Rust? Non, c'est pas sérieux, mais ça dépend de ce qu'il rapporte comme fric. Hein. Parce que de toute façon, Brock Lesnar, si c'est un combat pour le titre, et que l'UFC peut vendre et promouvoir ce combat comme étant un combat avec Brock Lesnar et pour le titre, eh ben, ça va vendre des bifetons, quoi, c'est clair. Donc, à un moment donné, money talks, c'est le fric qui parle et personne d'autre. Donc, non, ça n'aurait pas de sens, absolument aucun, zéro. Mais c'est absolument pas hors des possibilités que Brock Lesnar ait son title shot. Money talks, people, money talks. Ok, bien voilà, terminé pour cette question. On en a d'autres, on vous fait un petit peu patienter pour les réponses. Rust, je crois que bientôt on va sortir une visite de l'UFC Performance Institute avec une interview de Forrest Griffin qui parle avec sa mère au moment où il fait notre interview, donc vraiment quelque chose de superbe. Est-ce que les gens peuvent avoir une idée à peu près de la date de sortie? Enfoiré, bah, tu me mets sur le grill. Ils peuvent avoir une idée, bah ouais. Avant 2020? Ah bah oui, avant 2020. Mais alors, bah écoutez, comme j'ai moi aussi un emploi du temps très chargé, comme Polydomso, vous le savez bien, dans les semaines qui viennent. Ben oui. Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Allez, ça sortira avant avril. Et puis, non mais là on est tous... Là, avant avril. Parce que là, on est tous un peu morts, parce que c'est pareil, l'interview de John Jones, j'avais annoncé, il y a quelqu'un qui m'avait dit, alors elle sort quand? J'avais dit lundi. Bon, on est jeudi. Voilà. Elle devrait sortir vraisemblablement la semaine prochaine aussi. Et on a d'autres choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, mon cher Rust, à la prochaine. Bah, allez, hein, see you. See you on the other side. On the other side, motherfucker. Putain, enfoiré.